Artiste pyrotechnique, Pierre-Alain Hubert est reconnu comme l'un des plus grands maîtres artificiers. Du bicentenaire de la République italienne à l'ouverture de la Coupe du monde de football en Corée du Sud, il a exercé sa passion du feu dans plus de 120 pays et a fait plusieurs fois le tour de la Terre. Mais après chaque voyage, il revient se ressourcer dans notre région, d'où il puise son inspiration. Mon travail, il est fondé sur le rêve. J'avais commencé par dire vendeur de rêves. C'est voir un site, voir un lieu, ce lieu le transformer par la lumière, le son et les images. En fait, c'est inventer qui m'intéresse, et c'est vrai que c'est inventé depuis, je dirais, le moyen de gratter une allumette virtuelle jusqu'à utiliser des bombes provenant de Chine, d'Espagne ou de la région PACA, parce que c'est la région du feu d'artifice, parce qu'il fait beau. Toutes les usines sont ici. C'est ici qu'on peut faire les mélanges qui sèchent. Si on n'a pas le soleil, on ne fabrique pas de feu d'artifice. C'est une région de haute technologie aussi. Et les feux d'artifice deviennent, avec le temps, aussi quelque chose de très haute technologie. Très haute technologie émotionnelle, parce qu'en fait, c'est toujours les enfants qui sont tellement heureux, les parents qui hurlent de joie. Et je travaille pour ce public. C'est quand même une région dont la culture, on a l'occasion de rencontrer beaucoup de choses. Ici, dans cette région, il y a le Centre des Arts de la Rue. Il y a des choses qui sont uniques en France et uniques en Europe aussi. Et ça, c'est caractéristique du sud de la France. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime dans cette région. C'est la possibilité de travailler dehors, de travailler dans les parcs, d'avoir un public qui vient d'ailleurs du monde entier et qui vient de toute l'Europe pour ce qui se passe ici. Il y a beaucoup de choses culturelles qui m'intéressent. C'est pourquoi j'aime ma région. L'histoire de l'huile d'olive se perd dans la nuit des temps et se confond avec celle des civilisations qui se sont succédées en Méditerranée. La légende grecque renvoie son apparition au legs à l'humanité fait par Athéna, déesse de la sagesse et de la science. Mais si l'arbre, lui, est resté presque immuable depuis maintenant près de 14 000 ans, les techniques de moulinage ont changé. La pierre écrasant l'olive laissant place au moulin, malaxant la pâte, et ce, toujours dans le même respect de la qualité et de la nature. L'huile d'olive provençale, j'allais dire, comporte comme pour la vigne plusieurs terroirs et des variétés qui permettent d'avoir un choix d'huile un peu comme un choix de vin. Donc ce qui est important en toute chose, c'est qu'on ramasse des olives à maturité voulue, dans de bonnes conditions sanitaires, c'est-à-dire qu'elles soient exemptes de pourriture. Et donc on a une olive qui est parfaitement mature, très apte à fournir une huile de qualité dès maintenant. Il est indispensable pour le producteur de travailler en totale confiance avec le moulinier, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se permettre d'offrir aux consommateurs un produit qui n'est pas de ce que l'on attend. Donc le rapport entre producteur et moulinier, bien sûr, est un rapport de confiance. Il faut avoir confiance aux qualités du moulinier, à sa façon de faire, à son savoir. Le savoir-faire du moulinier se fait sur les olives qu'il a choisies, les proportions de chacune des variétés et sa façon de travailler, soit un fruité vert, soit un fruité noir. Le fruité vert étant les olives qui sont ramassées et pressées sans attendre, et le fruité noir étant les olives qui sont ramassées et qui sont laissées en grenier pendant un certain temps. En provençal, on appelle ça couffir, pour donner un goût qui est particulier, dans des conditions particulières où il n'y a pas d'oxygène. L'olive est un fruit. Donc les ramasser ensemble et les mener au moulin, c'est ce qui s'est toujours fait, nous donner des résultats qui étaient des fois extraordinaires, et puis qui des fois étaient moins extraordinaires. Et le fait même d'avoir compris que chaque olive est mûre, à un moment donné, une période d'une quinzaine de jours, pendant laquelle on peut la ramasser, on la presse de façon
indépendante, variétale, et nous assemblons après pression. Ce qui nous permet de moduler ce goût et d'amener notre savoir-faire de moulinier à un niveau où on ne triche pas avec la nature. On laisse la nature faire son boulot, on laisse les fruits mûrir et nous assemblons ce que nous donne la nature. Donc je pense que chez nous, donc en Provence, on va voir émerger de plus en plus de domaines oléicoles pour le bien des consommateurs, où chaque producteur d'olives aura sa petite unité de production. On va voir émerger de nouveaux moulins, de petits moulins. Chacun a sa variété un peu, qui pousse un peu mieux sur un terroir qu'une autre. Chacun va doser ses huiles différentes. On va donc avoir une diversité de goûts grandissante dans le futur. Et donc je pense qu'il y aura un futur important sur la quantité des mouliniers. Entre sommets enneigés et Méditerranée, surplombant la ville de Nice, d'étranges champignons d'acier scrutent le ciel de Provence dans une quête infinie, celle de la connaissance de l'univers. Nous sommes à l'Observatoire de la Côte d'Azur qui emploie 250 personnes, dont plus d'une centaine de chercheurs. On pratique ici l'observation, mais aussi l'astronomie théorique. Depuis sa création, des savants passionnés y étudient la mécanique céleste, les étoiles doubles, les astéroïdes, et depuis une cinquantaine d'années, l'astrophysique. C'est ici que Perrotin a mesuré la vitesse de la lumière et c'est aussi ici qu'est née la théorie du chaos. Une histoire riche en découvertes qui a commencé il y a bien longtemps, à la fin du siècle dernier. Au départ, c'était un observatoire privé. C'est un mécène extraordinaire, Raphaël Bischofsheim, qui a construit cet observatoire, qui a acheté la plus belle colline de Nice et qui a voulu doter la France du plus bel observatoire du monde. Donc il a fait venir ici le plus grand architecte de l'époque, Charles Garnier, et il lui a demandé de construire son observatoire. Et il a fait construire la plus grande lunette du monde à l'époque. Et cette plus grande lunette du monde, qui était construite par des Français, avec une optique extraordinaire, eh bien, a été protégée par la coupole, qui est la plus grande coupole mobile d'Europe encore, qui a été construite par Gustave Eiffel. Alors, non seulement le site est extraordinaire, mais en plus, il y a maintenant 17 pavillons de Garnier, des engins extraordinaires et 120 ans de recherche scientifique. Donc c'est un site tout à fait unique au monde dans sa globalité. Et l'Observatoire ouvrira d'ici 2 ans ses portes au public. Un pôle de culture scientifique est déjà en construction. Mais ne dites pas à Jean-Louis Eudier qu'il s'agit d'un simple musée. C'est beaucoup plus qu'un musée parce que les outils qui sont ici, qu'on va montrer au public, sont des outils qui continuent à être utilisés. Donc on va faire de plus en plus de sciences et de recherche et d'observation avec les instruments qui sont là. Mais on a classé l'ensemble du site au monument historique et donc on est en train d'aménager, de restaurer pour pouvoir recevoir du public de manière tout à fait continue. On prévoit dans notre programme un lieu de rencontre où les chercheurs pourront rencontrer le public et réciproquement. On est quand même une région assez étonnante où on doit avoir la plus grande concentration d'astronomes au kilomètre carré d'Europe. Et c'est historique, il y avait très longtemps. Vous savez, on est une terre d'astronomie depuis très très longtemps. C'est dans notre région que sont nés quelques très grands noms de l'astronomie, comme Cassini, à Perinaldo, juste à côté de Nice, comme les gens comme Gassendi, Pérez, que sont des gens du coin. C'était les contemporains de Galilée ou peu après Galilée. Eh bien voilà, on a commencé à faire de l'astronomie dès que les lunettes ont commencé à exister au XVIIe siècle. On faisait de l'astronomie avec des lunettes dans le sud-est de la France.